Bonjour à tous. Bienvenue à Pensée courante. Nous sommes le 25 mars 2014 avec ce printemps qui tarde à venir. Mais bon, la neige fond tranquillement. On va espérer l'avoir. On est en direct du Café Foyer. Mon nom est Serge Bonin. Cette émission est produite par l'Allier, bien sûr, l'Association des étudiants de Laval inscrits aux études supérieures. Et nous sommes en direct sur les ondes de Chiz 94.3, en direct du Café Foyer, ici au Pavillon Desjardins. Donc, bienvenue avec nous. Aujourd'hui, émission spéciale sur la politique et on va essayer de faire ça de façon non partisane. On essaie de voir où on est rendu en fait le monde politique québécois, quelle a été son évolution, qui sont ses acteurs. On va essayer de parler de l'image du politicien, de marketing, des analyses, des sondages, de la gauche, de la droite, de la question nationale, etc. Bon, on a 4 invités vraiment intéressants avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir à discuter pour préparer l'émission. J'espère, modestement, pouvoir m'insérer de façon pertinente dans leur petit cercle de discussion, n'est-ce pas? Ils font partie soit du groupe de recherche en communication politique ou encore de la chaire de recherche sur la démocratie et les institutions parlementaires. On a avec nous Catherine Lemarié-Saulnier, Charles Tessier, Magali Paquin et Yannick Dufresne, qui lui est un des créateurs de la fameuse boussole électorale dont on entend tant parler. Nos principaux partenaires pour cette émission, l'Université Laval et l'Association des diplômés de l'Université Laval. Des petites nouvelles, la série Cogito est lancée au Canal Savoir, ce concours de vulgarisation pour les étudiants au cycle supérieur. Parmi la trentaine de candidats qui se sont présentés, 15 ont été choisis pour devenir les vedettes d'une émission qui dresse leur portrait et présente un aperçu de leur recherche. Parmi ces 15, 3 ont été sélectionnés pour recevoir une bourse, soulignant leur grande capacité de vulgarisation lors de l'audition. Au premier rang, Marie-Claude Lafitte, étudiante au doctorat en biologie cellulaire et moléculaire, s'est méritée 1500 $. Marie-Noël Tivierge a reçu le deuxième prix de 1000 $. Elle est doctorante en biologie végétale. Et Catherine Potvin s'est méritée la bourse de 500 $ pour la 3e place. Elle qui vient de terminer sa maîtrise en médecine expérimentale au département de pédiatrie. Donc, félicitations à tous et également à tous les 15 participants. Pour les connaître, ces candidats, avoir un bref aperçu des émissions, vous pouvez visiter la chaîne YouTube de la chaire publique. Nous y avons placé un montage de moins de 10 minutes qui vous présente tout ce beau monde. C'est facile à trouver. Vous tapez chaire publique sur YouTube. Et toutes les émissions seront ensuite diffusées sur ulaval.tv, la chaîne Internet de l'université. Du côté de la chaire publique termine sa saison demain. La conférence portera sur le transhumanisme. Jusqu'où repousser les limites du corps humain. Les avancées technoscientifiques nous permettent déjà de modifier partiellement l'être humain, mais nous permettraient-elles de modifier radicalement l'être humain? D'augmenter nos capacités physiques, mentales, de devenir des surhommes comme dans les films de science-fiction? Les humains du futur pourraient-ils être différents de nous au point de donner l'impression d'appartenir à une autre espèce? Eh bien, ce sont toutes des questions que nous allons nous poser parce que la transformation de l'être humain par la technoscience est une question éthique fondamentale. Est-ce qu'on doit accepter cette transformation? Est-ce qu'on doit la rechercher? Doit-on la baliser? Et c'est en collaboration avec Le Devoir et la Commission de l'éthique en sciences et en technologie qui s'associe à la chaire publique. C'est Antoine Robitaille, l'éditorialiste du Devoir, qui agira à titre d'animateur-modérateur. Et ce sera avec Gilbert Ottois, le philosophe belge, Thomas de Coninck, professeur titulaire à la Faculté de philosophie de l'Université Laval, et Céline Lafontaine, professeur agrégé au département de sociologie de l'Université de Montréal. Donc demain, mercredi 26 mars, 19h, au Grand Salon du Pavillon Desjardins. Enfin, dernière petite nouvelle, je vous invite à participer à une activité organisée par Étienne Lafrance, qui est étudiant à la maîtrise en agroéconomie. C'est une activité qui s'appelle le Petit Déjeuner pour une bonne cause. C'est pour amasser des fonds pour venir en aide aux jeunes enfants ayant été victimes d'un abus sexuel. Donc, pour ceux qui sont sensibles à cette cause, vous pouvez participer à cet événement qui aura lieu au pavillon Paul-Comtois à la cafétéria le 2 avril prochain. Il vous en coûtera seulement 3 $, ce qui sera remis directement à la cause. Vraiment pas cher pour un bon repas qui débute la journée. Donc, pavillon Paul-Comtois le 2 avril. Et on lui souhaite, bien sûr, un bon succès pour son petit déjeuner. On fait un petit jingle et on se lance. Je vais vous présenter nos invités. Alors, je vous présente tout ce beau monde qui m'entoure et ensuite on va passer sur une série de sujets où on va pouvoir discuter, émettre des opinions, etc., etc. D'abord, on a avec nous Catherine Lemarié-Saulnier, qui est étudiante au doctorat en communication publique. Elle s'intéresse à l'image projetée par les médias des différents acteurs politiques. Elle a aussi essayé de dégager des portraits types des femmes impliquées dans la politique québécoise. Bonjour Catherine. Bonjour. On a Charles Tessier qui est avec nous, qui est étudiant au doctorat en sciences politiques.
Il étudie les comportements électoraux, les politiques publiques, le mode de scrutin ou en fait le système électoral comparé. Il collabore aussi à l'actuelle boussole électorale pour la présente campagne. Bonjour Charles. Bonjour. Magali Paquin est également avec nous. Elle est au doctorat en sociologie. Elle tient un registre du profil socio-démographique des députés de l'Assemblée nationale depuis un certain temps. Donc, elle étudie le sexe, l'âge, la scolarité, l'occupation professionnelle de nos élus. Mais aussi, elle étudie l'évolution de l'activité parlementaire de l'Assemblée nationale, depuis 1960. On pourra donc lui demander ce qui a changé au niveau du travail des élus, mais aussi des façons de faire avec le développement des communications. Bonjour, Magali. Bonjour. Et enfin, Yannick Dufresne, qui est diplômé en sciences politiques à l'Université de Toronto. Il est ici pour faire un post-doctorat, mais aussi parce qu'il est l'un des créateurs de la boussole électorale, ce fameux outil pédagogique qui situe les partis sur un axe horizontal et vertical déterminé selon les grandes tendances et qui, suite à vos réponses à un questionnaire, peut vous étiqueter, je dirais, par rapport à vos opinions, vous faire savoir où vous vous situez par rapport aux idées, aux valeurs véhiculées par les partis. Il a aussi étudié les effets sur le vote des enjeux politiques et des stratégies électorales, tout comme les fondements théoriques du marketing politique, donc segmentation de l'électorat, micro-ciblage de groupes d'électeurs, etc., etc. Bonjour Yannick. Bonjour. Est-ce que le micro est ouvert? Va. C'est bien ouvert. Un, deux. On n'entend pas. Enfin. Ouais. Oui? On l'a. Bon. Alors, c'est tout. Moi, j'ai terminé de parler, je m'en vais. Au revoir. Je vais vous lancer le premier sujet comme ça. Si vous vous sentez à l'aise de répondre parce que c'est plus votre champ d'expertise, eh bien, vous y allez. On y va comme ça de façon très conviviale. Le premier sujet que je voulais aborder, c'était un peu, les règles constitutionnelles. En fait, ça part de l'idée que le Parti québécois a mis en place une règle qui concerne les élections à date fixe aux 4 ans, dans le but d'éviter les agendas politiques, n'est-ce pas? Or, surprise, une élection est déclenchée après seulement 1 an et demi de pouvoir. Ma question, c'est pourquoi cette règle-là ne tient plus la route? Qu'est-ce qui, dans notre système, rend cette initiative peut-être inutile ou en tout cas difficile à appliquer? Est-ce que quelqu'un veut se lancer? Charles, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui permet de dissoudre en fait le Parlement et de tomber en élection, c'est une prérogative du gouverneur général ou au Québec du lieutenant-gouverneur, mais il ne l'exerce plus par lui-même depuis plusieurs années maintenant. C'est le premier ministre qui, par convention, va exercer ce pouvoir-là. Donc, il va aller voir le lieutenant-gouverneur, il va dissoudre l'Assemblée, puis c'est là qu'on est en élection. Donc, Mme Marois est allée voir Pierre Duchesne avant l'élection pour dissoudre. Mais même avec une loi, c'est des conventions constitutionnelles qui font en sorte que le premier ministre exerce ce pouvoir-là. Donc, même si on vote une loi ne peut jamais en fait surpasser une convention constitutionnelle. Donc, dans notre système, ça va toujours être un peu sur la bonne foi en fait du premier ministre, parce qu'il faudrait carrément avoir un amendement constitutionnel pour pouvoir encadrer ça et que ça soit coulé dans le béton. Et croyez-moi, la dernière chose que vous voulez faire en ce moment, c'est un amendement constitutionnel parce que c'est extrêmement complexe. C'est assez délicat. Oui, exactement. C'est très, Personne très ne veut ouvrir la Constitution. Personne ne veut ouvrir la Constitution. La dernière fois que ça a été tenté, ça a été un échec. Donc plus personne ne veut faire ça. Donc c'est pour ça que ça peut pas être appliqué à la lettre et assuré dans le béton. Mais donc c'est réellement une loi. C'est seulement une loi, exactement. C'est une loi, mais comme je disais, il y a une hiérarchie dans les lois et la loi normale, en fait, comme celle qui a été votée, est en dessous des conventions et de la Constitution. Donc c'était un peu pour essayer de promouvoir quelque chose qui était impossible à tenir. C'est-à-dire que c'est un idéal démocratique. Et d'ailleurs, il y a des points négatifs à une date d'élection à date fixe. Là, soit dit en passant, c'est pas seulement rose. Il y a aussi des impacts négatifs à ce genre de pratique-là. Mais par exemple, les campagnes électorales durent très longtemps. Aux États-Unis, c'est à date fixe. Les campagnes électorales durent 1 an presque, parce que ça beaucoup à l'avance. Donc, la date à laquelle va se tenir l'élection. Donc, ça fait des campagnes électorales beaucoup plus longues, beaucoup plus coûteuses, qui demandent beaucoup plus de ressources. Parfois même, après l'élection 2012, ça a pris 6 mois avant que les médias commencent à parler de candidatures possibles. Donc, ça fait des campagnes très longues. Donc, c'est difficile, par exemple, pour les électeurs de des campagnes officieuses, en fait. Officieuses, exactement. Donc, mais bref, dans notre système à nous, ça serait beaucoup plus complexe pour assurer une date d'élection à date fixe. OK.
Moi, j'ai entendu ce matin à la radio, je me souviens pas à quel poste exactement, que, semble-t-il, il y aurait déjà une constitution québécoise qui serait un peu fantôme, qui aurait été créée en 69, qu'on disait à la radio. Est-ce que, d'abord, vous qui êtes dans la politique, avez-vous entendu parler de ça? En fait, honnêtement, moi qui suis à fond dans les archives parlementaires, je n'ai jamais vu passer cette constitution fantôme. Je serais très, très intriguée. En fait, j'aimerais bien savoir la source et tout. On l'a jamais nommée constitution comme telle, mais il paraît que... mais ce que je connais, ce qui est peu connu du grand public, c'est que quand le Conseil législatif a été aboli en 1968, donc finalement dans cette période-là, parce que là on parle de 1969, la Constitution fantôme. Bon, enfin, c'est ce que ça disait. Alors, en fait, c'est qu'il y avait un projet de loi fantôme un second projet de loi qui a été préparé à l'époque dans le cas où finalement le Conseil législatif ne serait finalement pas aboli, il aurait pu être converti en une espèce de chambre de représentation des régions. Donc ça, c'est un projet de loi finalement qu'on a retrouvé dans les archives de l'Assemblée, mais qui a jamais abouti. Finalement, c'est finalement le Conseil législatif qui a été aboli comme tel. Donc peut-être que la Constitution fantôme est en lien avec ces documents-là un peu secrets qui ont été enfouis dans les archives puis qu'on déterre aujourd'hui. Je sais pas. En fait, c'est très intriguant. Mais l'idée circule. En tout cas, moi, j'en ai entendu parler assez fréquemment. Le Québec pourrait avoir sa propre constitution, rédiger sa constitution et la signer à l'intérieur du Canada. Est-ce que vous êtes... Mais dans les faits, le Québec n'a pas sa constitution, mais le Québec peut modifier, par exemple, la constitution du Canada permet au Québec de modifier certains éléments de la constitution qui sont relatifs à lui-même. La raison pour laquelle le Québec a pu abolir le Conseil législatif, c'est parce qu'ils peuvent modifier sa propre constitution. Et d'ailleurs, si je me trompe pas, un des arguments que le gouvernement Harper a amené devant la Cour suprême pour modifier le Sénat, en fait, c'était que les instances de gouvernement ont la possibilité d'eux-mêmes modifier leur propre partie, certaines parties de la Constitution qui leur sont relatifs. Là, là évidemment, probablement que s'il y a des gens en droit constitutionnel qui m'écoutent, ils doivent s'arracher les cheveux parce que c'est probablement n'importe quoi. Là, mais il y a les instances gouvernementales ont des paliers gouvernementaux ont des latitudes. Donc c'est peut-être à ça qu'elle faisait référence, mais une constitution fantôme, ça m'apparaît un peu énigmatique. Mais d'avoir une constitution de toutes pièces rédigée par le Québec, est-ce que ça prendrait l'assentiment des autres provinces ou enfin? Ben, c'est-à-dire que il y a des documents qui sont considérés au Québec comme étant quasi constitutionnels, comme la charte des droits et libertés du Québec, par exemple, la personne du Québec, qui sont considérées comme des lois quasi constitutionnelles. Si je me trompe pas aussi, la charte de la langue française a un statut quasi constitutionnel, là, pour certains, peut-être plus pour certains que d'autres, là. Mais donc il y a des statuts, il y a des lois qui ont des statuts quasi constitutionnels. Mais si le Québec voulait se voter une constitution, le problème c'est qu'elle serait toujours assujettie à la Constitution du Canada. Tant que le Québec, en fait, va rester dans la Fédération canadienne. Donc, c'est la limite, par exemple, pour voter une constitution québécoise. Bon, il y a un peu deux conceptions de la Constitution. Il y a une Constitution qui peut être rigide, plus simple, mais plus accessible à tous, que tout le monde peut apprendre un peu à l'école, qui est en fait plus ouverte aux citoyens, je dirais. Puis on parle de la Constitution canadienne, qui est un peu un amalgame d'un paquet de trucs, dont la Charte des droits et libertés, tout ça. Puis qui est peut-être plus réservé à l'élite, à une élite qui connaît un peu mieux les tenants et aboutissants, mais qui est plus souple en même temps. Je sais pas, est-ce que vous avez une opinion là-dessus par rapport à quelle force ou faiblesse peut y avoir d'un côté ou de l'autre? Non, c'est un peu... C'est un peu difficile, mais si j'avais juste un commentaire à faire, par exemple, sur les élections à date fixe, là, parce qu'on parlait de ça tout à l'heure, mais c'est certain que c'est plus facile de respecter une loi comme ça en situation de gouvernement majoritaire aussi. Tu sais, un gouvernement majoritaire ne se fera jamais battre en chambre puis déclencher des élections. Mais de point de vue, puis là on m'emmène sur un sujet que je suis vraiment les règles constitutionnelles. C'est pas vraiment mon sujet, mais quelque chose de certain, c'est qu'en point de vue stratégie politique, on peut pas donner entre les mains des partis d'opposition la possibilité de défaire le gouvernement à tout moment, puis de ne pas respecter les règles d'élection à date fixe, puis de pas permettre au parti qui est au pouvoir d'avoir le même pouvoir. Donc c'est ça qui rajoute un petit peu de difficulté et de complexité à cet enjeu-là. Mais si je vous parle, mettons juste au niveau personnel, vous viviez dans un pays, évidemment. Est-ce que vous préféreriez connaître la Constitution pour savoir vraiment c'est quoi la loi qui régit votre peuple ou
ou ça appartient à d'autres, c'est pas si important, on leur fait confiance? Les constitutions, c'est l'histoire des pays. Quand on lit les constitutions de l'Allemagne ou du Japon, on peut lire l'histoire à travers les constitutions. Donc, je pense que seulement par éducation civique, lire sa propre constitution, en fait, c'est très intéressant pour comprendre d'où on vient et où on va. Mais clairement, les gens, de laisser toute la latitude aux autres, le travail, en fait, de s'informer, c'est jamais bien en démocratie. On va clore un peu ce sujet de la Constitution. On va passer à un deuxième sujet qui est quand même aussi intéressant, le système électoral. Bon, on a un système ici au Québec, on le voit, qui favorise l'alternance entre deux partis. Il y en a un troisième qui a essayé de s'immiscer, de faire sa place. On voit que là, ça semble ne pas se décider pour qu'il reste dans le topo un peu. On revient un peu au bipartisme. Les gouvernements minoritaires ont été assez rares, excepté dans les dernières années où on en a connu un peu plus, mais si on remonte dans le temps, il n'y en a pas eu beaucoup. On a parlé beaucoup de modes de scrutin. Par alternance, proportionnelle, mixte. On voit que les partis profitent du système qui est là actuellement, qui sont pas nécessairement disposés à changer cette loi-là parce qu'évidemment, ils restent au pouvoir. Est-ce qu'il y aurait une autre façon de changer ces modes de scrutin-là? D'abord, peut-être parler des différents modes de scrutin. Charles, je pense que tu en connais quand même un bail de ce côté-là. J'ai participé à un projet de recherche, mais je m'excuse, là, c'est encore moi qui parle. Non, mais ça va venir, les sujets vont... Oui, c'est ça. J'ai participé à une étude l'année dernière, à section 2012, où on a essayé de faire une expérience, en fait, sur les modes de scrutin. Donc, on proposait, en fait, c'est un site Internet où les gens pouvaient aller et on proposait de voter avec 3 modes de scrutin différents et pouvoir comparer un peu les résultats. Et ce qu'il y avait de particulier avec cette étude-là, c'était que c'était les vrais candidats. Donc, on a attendu la date limite du DGE de mise en candidature. On a pris les candidats réels dans chaque circonscription. Donc, quand les gens allaient sur le site, ils disaient, par exemple, moi, j'habite dans Taschereau, mais c'était la vraie liste de candidats qu'il y avait dans Taschereau et des vrais partis. Juste corriger ce que vous avez dit. Vous avez dit que tous les partis bénéficiaient du mode de scrutin. C'est pas tout à fait vrai. En fait, les deux partis du gouvernement profitent du mode de scrutin mais les tiers partis sont défavorisés par le mode de scrutin. Donc, c'est un peu... c'est ça que j'ai dit. Non, mais c'est pas grave. C'est vrai, mais c'est bien de me corriger si c'est le cas. Parce qu'en fait, c'est là qui est la clé. Parce que c'est facile dans la position de dire, nous, on veut changer le mode de scrutin, mais le mode qu'on a en ce moment, sa caractéristique, c'est qu'il donne un bonus au parti qui est en premier. Donc, quand le parti est en premier, il y a un petit bonus, donc prend le gouvernement majoritaire. Donc, là, ça devient beaucoup moins intéressant pour eux de perdre, en fait, ce bonus-là. Donc, là, c'est moins intéressant de perdre ça. Et l'autre élément, c'est que souvent, quand on parle de mode de scrutin, les gens vont dire, c'est chiant pour Québec solidaire, ils ont 6% du vote, puis ils auraient droit à 6% des sièges. Mais il y a une composante psychologique dans les modes de scrutin qui fait en sorte que quand on change le mode de scrutin, on change pas juste les règles, mais les gens ne votent pas de la même façon non plus. Donc, c'est là que ça devient aussi intéressant de voir un peu les changements de mode de scrutin, en fait, les conséquences que ça a aussi sur la manière dont les gens font le vote et j'ai juste l'anglicisme, cast their ballots, mais comment ils votent. Mais dans ton étude, il y avait quand même des résultats assez étonnants. En fait, oui, c'est assez étonnant. En fait, quand on a calculé le premier mode, c'est le mode de pluralitaire, excusez-moi, donc celui qu'on a en ce moment là. Donc, il y a 125 circonscriptions, puis celui qui a le plus de votes dans chaque circonscription gagne le siège de député. La deuxième mode, c'est un mode proportionnel intégral. Donc, le Québec était qu'une seule grande circonscription et grosso modo, je vous épargne les calculs, mais c'est le pourcentage de sièges de vote était assez équivalent. Et c'est la coalition Avenir Québec qui a fait dans notre simulation qui aurait gagné avec 35 sièges. Combien de répondants? On a eu 8000 répondants. Donc presque 8000. Significatif. Oui, quand même, c'est quand même intéressant. Évidemment, les résultats-là ont été pondérés là, parce que sinon, en même temps, ils savaient que c'était aurait formé le gouvernement. Pardon? Les gens savaient que c'était fictif aussi. C'est vrai, sauf que c'est ce qui se rapproche le plus, en fait, parce que les expériences dans ce domaine-là, d'habitude, c'est vous avez un parti A, un parti B, un parti C, donc c'est très décontextualisé. Donc nous, c'est ce qui se rapprochait le plus, en fait, de la réalité, puisqu'on avait le contexte. Et donc, mais quand même, 35 pour la CAQ en proportionnel, 33
sièges pour les libéraux et 32 pour le Parti québécois, donc ça aurait été très près. Et il y avait un troisième mode qui était un mode alternatif, en fait, qui est, je vous épargne les détails aussi, mais il faut numéroter de 1 à 6, c'est ça, sur le même bulletin, c'est comme à plusieurs tours, mais sur le même bulletin. Exactement, puis on élimine le dernier, on redistribue les votes jusqu'à temps que quelqu'un ait la majorité absolue. Et là, vous voyez, c'est le Parti québécois qui aurait formé le gouvernement avec 47 sièges, 41 pour le Parti libéral et 32 pour la Coalition Avenir Québec. Donc, il y a vraiment une composante psychologique très forte pour certains partis qui gagnent énormément de votes, en fait, quand on change de mode de scrutin. Quand même des changements assez significatifs. Oui. Est-ce qu'il y aurait moyen de changer le mode de scrutin sans que ce soit le parti au pouvoir qui décide de le faire? Est-ce qu'il y a des initiatives citoyennes qui peuvent être faites en ce sens-là? Ou? Ben, en fait, les initiatives citoyennes vont toujours donner une pression, si on veut, sur un éventuel processus de changement, mais au final, ce sont les élus qui votent les lois. Donc, nécessairement, ça doit passer par une loi. Donc, ça doit passer par cette voie-là. Ça, c'est un peu incontournable. Donc, c'est de s'assurer finalement que les promesses qui sont faites depuis si longtemps, justement, d'instaurer un mode de scrutin proportionnel, soient finalement mises en pratique pour vrai. Parce que les conséquences sont bel et bien réelles. Pas juste au niveau, on sait là, la répartition des sièges est souvent pas très représentative des votes qui ont réellement été obtenus par les partis, mais même les conséquences se poursuivent au-delà du nombre de sièges obtenus, c'est-à-dire qu'au sein même de l'Assemblée, par exemple, les budgets de recherche, les budgets alloués aux partis pour leur fonctionnement sont octroyés en fonction du nombre de sièges et non pas en fonction des votes obtenus. Donc, il y a comme un effet domino aussi à ça, qui fait en sorte qu'effectivement, les petits partis sont vraiment constamment défavorisés à plusieurs niveaux. Et donc, cette question-là du vote proportionnel a vraiment une ampleur là qui dépasse, je dirais, le simple vote du citoyen, là, à savoir est-ce qu'on perd notre vote ou pas, est-ce qu'on vote stratégique ou pas. C'est qu'il y a vraiment des conséquences domino sur l'ensemble de la vie démocratique et institutionnelle. Qui s'ensuit. On est un peu coincé dans le fond parce que si c'est pas le gouvernement qui peut changer les lois. Faut faire attention aussi. Là, je vais jouer mon réactionnaire. Là, mais oui, vas-y. C'est pas nécessairement mon opinion à moi, mais il faut prendre aussi en considération que un changement vers la proportionnelle, c'est pas nécessairement le bien avec un grand B. Là. Il y a plein de raisons. Ça dépend de ce qu'on essaie de maximiser dans une société. Est-ce qu'on essaie de maximiser les voix de chaque individu? On essaie d'avoir une stabilité dans le système, d'où la raison pourquoi on a ce système-là dès le départ. Est-ce qu'on essaie d'empêcher à l'entrée des partis plus extrémistes? Aussi, tantôt, Charles parlait de quand on regarde une constitution, quand on regarde les institutions, on regarde l'histoire d'un pays, mais je veux dire, quand on regarde d'une proportionnelle peu, par exemple, on donnerait beaucoup plus de poids à Montréal par rapport aux régions aussi. Si on regarde une proportionnelle à l'ensemble du Canada, mais là, on rentre dans une autre dynamique complètement aussi. Là, je veux dire, les provinces maritimes perdraient beaucoup de voix. Est-ce qu'on prend en considération les collectivités par rapport à l'individu? S'il y a beaucoup de choses là-dedans, faut faire attention des fois à toujours dire, oui, mais plus de proportionnel, c'est nécessairement toujours meilleur, ou plus de partis, c'est toujours nécessairement meilleur. Et ça dépend qu'est-ce qu'on essaie de maximiser ici. Puis je veux dire, il y a des bons arguments de chaque côté. En pré-entrevue, je pense que c'est toi qui parlais de culture, d'alliance, si on veut, de coalition pour diriger un État. C'est moi qui parlais de ça. Je sais pas, en fait, moi, je pense que c'est vrai ce que Yannick dit. Effectivement, il y a des grands impacts à mettre en place une proportionnelle, puis il faut les évaluer globalement, ces impacts-là. C'est pas juste une question, justement, de système électoral. Après ça, c'est même le système parlementaire comme tel qui est remis en cause, parce que c'est vraiment toute la façon de fonctionner des institutions, les règles et procédures qui sont en place au sein des institutions, qui sont faites pour deux partis, qui, au fil des dernières années, ont eu certaines adaptations, justement, parce qu'il y a d'autres partis qui ont pris leur place. Mais les impacts de la mise en place d'un système proportionnel sont énormes, et c'est pour ça qu'il faut vraiment voir ça globalement. Et donc, c'est vraiment un grand chantier là, de réflexion, ce que ça implique. Donc, c'est moi qui te parlais de culture de coalition. C'est moi qui te parlais de ça l'autre fois. Puis, en fait, ce que Magali dit, c'est très vrai. Le meilleur exemple de ça, c'est que presque partout dans le monde où il y a des modes proportionnels, ben la culture gouvernementale, c'est culture de coalition. Donc, parce que comme vous avez vu tantôt, là, 35 pour la CAQ, 33 pour le PQ, puis 32 pour les libéraux, là, siège, là, ben ça forme pas un gouvernement majoritaire. Donc, il y a une culture dans les autres pays de proportionnel où les partis se coalisent, en fait, et forment des gouvernements de coalition et gouvernent pendant un nombre X d'années ensemble.
Maintenant, au Canada et au Québec, on n'a pas du tout cette culture-là. La dernière fois qu'il y a eu une tentative de coalition, c'était en 2008 au Parlement canadien, et c'était vu par certains comme étant une espèce de coup d'État. Puis donc la culture, elle est vraiment pas là-dedans. Et si on choisit de changer le mode de scrutin, il faut vraiment penser à changer cette culture-là. Et ça se fait sur le long terme. Et le problème, là, c'est l'instabilité qui vient avec ça. Et l'autre élément que je voulais dire, c'est que une autre chose que Marie-Hélène dit qui est très vraie, c'est que c'est comme une barrière à l'entrée. Le mode de scrutin, je dis contre le mode de scrutin, pas contre, mais argument contre le mode de scrutin majoritaire. C'est notre rôle de chercheur. Hein? Oui, on évalue tous les aspects. Mais il y a vraiment une barrière à l'entrée pour les petits partis dans notre système. Par exemple, dans notre simulation, dans le mode proportionnel, le Parti conservateur du Québec aurait eu un siège. Et bon, si vous saviez pas qu'il y avait un Parti conservateur du Québec, maintenant vous le savez, mais en proportionnel, il y aurait eu un siège. Et imaginez la différence pour un parti entre avoir aucun siège et avoir un siège à l'Assemblée nationale, c'est énorme. Ça, c'est au niveau du financement, de la visibilité. Le débat, le financement, c'est le jour et la nuit. Donc, pour un parti comme le Parti conservateur, maintenant, je parle pas des Verts, je parle pas donc c'est vraiment à considérer ça aussi. Mais ça nous amène, écoute, on va enchaîner quand même sur le prochain thème, la démocratie. Je pense que ça va pouvoir se mixer bien. Alors, on passe... Oui, hop, un demi-jingle. On passe donc au terme de la démocratie qui s'enchaîne bien avec ça. Ma question, c'est est-ce que l'État québécois appartient réellement aux Québécois? Est-ce qu'on a l'impression, en tant que citoyen, que cette institution-là parlementaire est près de nous et répond vraiment à nos attentes? Bien, si je peux parler d'un point de vue communicationnel, on pense souvent, quand on étudie la communication politique, que les médias sont les principaux relais maintenant de l'information politique, donc qui sont en quelque sorte un rempart entre les citoyens et l'État comme tel, donc et le Parlement. Donc le citoyen aujourd'hui a peu de contact direct avec son représentant élu. Le contact va se faire surtout de façon médiatisée, donc à travers les médias, ce qui a amené une dynamique super différente aussi dans la manière dont les politiciens font de la politique, mais aussi dans la manière dont les gens la comprennent, parce que maintenant ils la comprennent surtout via l'interprétation médiatique. Donc pour la démocratie, ça crée une distance qui est comme ça aujourd'hui. On peut se demander si c'est bien ou mal. Il y en a qui vont dire que ça pose problème, d'autres qu'au contraire, c'est tout un atout différent parce que les politiciens ont une plus grande visibilité, entre autres. Mais dans la littérature, ça amène toute une série de questions là, justement liées à la démocratie. Est-ce que... la politique se passe dans l'institution, bien sûr, mais on l'a vu avec le Printemps érable, ça se passe aussi dans la rue. Est-ce qu'il y a assez de politique dans la rue? Est-ce que le Printemps érable a changé quelque chose? Puis est-ce qu'il devrait y avoir plus de ce genre de manifestations-là, selon vous? Mais en fait, sur cette question, ça renvoie aux représentations comme telles, représentation sociale de la démocratie. C'est comment est-ce qu'on conçoit comme telle la démocratie? Est-ce qu'on conçoit la démocratie comme étant strictement représentative? Donc, ce sont les élus qui détiennent finalement la légitimité de parler au nom du peuple, si on veut, ou on parle plus d'une représentation démocratique participative, où ce sont les citoyens qui, en tout temps, et pas seulement aux 4 ans lors du vote, mais en tout temps, ont la légitimité finalement de crier, de se faire entendre et de participer activement là, à la vie démocratique. Donc, c'est souvent ces enjeux-là qui se confrontent et chacun, si vous me permettez l'expression, tire la couverte de son bord. C'est-à-dire que les gens qui sont en place, généralement dans les institutions, qui sont déjà comme détenteurs de cette légitimité-là, vont faire valoir justement la démocratie représentative comme étant la seule légitime, tandis que ceux qui sont en position plus externe, donc contestataires généralement et tout ça, vont faire valoir une vision de la démocratie qui va être beaucoup plus participative, celle du citoyen. Donc, je dirais que, puis là, on entre vraiment justement, ça c'est les perceptions, c'est les représentations de la démocratie. La façon dont elle se vit dans le concret, c'est souvent plus une négociation entre les deux, en fait, carrément. Donc, où finalement, le résultat des politiques publiques, de la vie démocratique comme telle, je veux dire, la façon dont ça se fait, les choix qui sont faits vont être un amalgame de toutes ces dynamiques-là. Donc,
c'est facile d'essayer de voir les choses en noir et blanc, puis de dire ce ne sont que les élites qui maîtrisent tout, ou encore les citoyens ont trop de place, comme parfois on entend aussi, ou les groupes de pression, souvent en fait, ce sont eux qui vont être visés, donc parce que ça fonctionne aussi beaucoup par les groupes de pression depuis quelques décennies. Alors c'est facile justement d'essayer de trancher en noir et blanc, mais en réalité, le résultat est souvent un amalgame de toutes ces dynamiques-là, puis ça, il faut vraiment le considérer. Si on bascule sur le financement, au Canada, on va de plus en plus privilégier le financement privé des partis, alors qu'au Québec, on essaie de mettre l'accent davantage sur le financement au vote, donc à la participation citoyenne, je ne sais pas si on va appeler ça comme ça, mais au moins à la voie démocratique, si on veut. C'est quoi votre opinion par rapport à ça, vous, de votre côté? Ben, en fait, si on parlait de représentation de la démocratie, qu'est-ce que la démocratie en communication? On dit qu'une partie importante de la démocratie, c'est la libre circulation des idées, mais aussi le débat public autour de visions qui sont différentes. Si on parle de cette idée-là, dans ce cas-là, pour favoriser la démocratie, il faudrait favoriser le fait que tout le monde se bat à armes égales et que donc tout le monde peut ou a l'opportunité de parler dans l'espace public, d'amener des idées, de pousser un enjeu, une cause. On appelle ça la mise à l'agenda médiatique, mais mise à l'agenda politique aussi, donc de différentes façons. Donc, partant de cette idée-là, ça serait donc une mesure qui se légitimiserait dans le sens où, en remettant le financement public, une façon plus équitable de distribuer la richesse entre les partis, on pourrait dire que ça servirait effectivement à la démocratie, mais je suis certaine que mes collègues ont des arguments à l'inverse. Ben, c'est évident que le financement en politique, on le dit souvent, là, c'est l'expression consacrée, c'est le nerf de la guerre. Mais c'est vrai, là, ce n'est pas que ça, soit dit en passant, mais c'est vrai que c'est un élément fondamental. Bon, il y a eu des changements au financement des partis politiques récemment au Québec, où justement maintenant on a augmenté le montant qui est versé par vote obtenu pour diminuer les contributions personnelles possibles là, pouvant être versées à un parti. Ça fait en sorte justement de garnir les coffres des plus petits partis. Donc, on fait justement d'essayer de rééquilibrer un peu ce désavantage-là que pouvaient avoir les petits partis. Soit dit en passant, la loi a aussi ses défauts. Entre autres, je veux dire maintenant, les partis sont subventionnés par les fonds publics, très, très, très largement par les fonds publics. 70%. Et c'est ça, alors que auparavant c'était plus par des contributions privées. Mais ils n'ont pas à rendre de compte sur la dépense, cette forme de dépense-là. Donc, dans le fond, ils sont payés par les fonds publics, mais ils n'ont pas à rendre de compte sur la façon dont ils dépensent cet argent-là. Et en fait, il arrive certains moments même où ils sont remboursés à 150% par les fonds publics parce que pour $1 par exemple obtenu, ils en dépensé, ils peuvent toucher 50% de remboursement des dépenses. Donc finalement, ils sont remboursés à une proportion vraiment assez impressionnante là en ce moment. Donc, ce serait bien, en fait, s'il y avait une forme de redevabilité des partis politiques par rapport à ces dépenses-là des fonds publics en ce moment. Donc, il y a deux côtés un peu à la médaille de cette tentative d'amélioration de la démocratie. En plus, si je peux me permettre, la littérature sur les partis politiques, en ce moment, dit que les partis s'éloignent de l'électorat. Donc, les gens de moins en moins s'identifient à des partis, les utilisent de moins en moins. Alors, l'autre point négatif du financement public, c'est qu'il y a une crainte que ça éloigne encore plus les partis de leur base qui n'auront plus besoin de leur argent. Ils n'ont plus besoin d'avoir de base parce que l'argent va provenir de l'État. Donc, c'est l'autre élément. Ils ont peur que ça éloigne encore plus les partis de leur base. Effectivement, en fait, quand la première loi en 77 a été mise en place sur le financement des partis politiques, c'était, il y avait une réflexion autour de ça au Parti québécois à l'époque de toujours conserver ce lien-là avec l'électorat. C'était fondamental. Donc, finalement, que c'était des gens qui, de leur poche, devaient payer pour qu'il y ait vraiment un ancrage citoyen, finalement, du parti politique. Je suis obligé de vous arrêter là-dessus, parce qu'on peut déborder sans fin. On passe à une petite pause de 2 minutes. Vous écoutez Pensée courante en direct du Café Foyer. Bonne fin d'après-midi tout le monde. Ici Geneviève Descaries pour vos informations à Chiz. L'indexation de 3% par an des frais de scolarité sera maintenue si le Parti libéral est porté au pouvoir le 7 avril prochain.
Le chef libéral Philippe Couillard a affirmé avoir renoncé à l'idée de son prédécesseur Jean Charest de hausser de 82% sur 7 ans la facture pour s'inscrire dans une université. Ce dossier fera l'objet d'une annonce au cours des prochains jours. Cela pourrait entre autres porter sur les crédits d'impôt liés à ces frais. Crédit que le PQ a aboli pour privilégier une hausse limitée de la facture des étudiants. Pour tout connaître sur le procédé de brevetage, sur les lois et règlements qui sont actuellement en vigueur afin de bien protéger une idée, ou si vous souhaitez prévoir les fonds nécessaires pour le brevetage d'un de vos produits, aujourd'hui de 13h30 à 16h au local 3105 du pavillon Maurice Pollack, Madame Isabelle Chabot, ingénieure et agente de brevet, répondra aux questions et expliquera en détail toutes les étapes à suivre afin de sécuriser au maximum votre invention. Le Québec raconté par sa pub est une exposition ouverte au grand public jusqu'au 18 avril et présentement à la bibliothèque de l'Université Laval. Organisée par le HEC de Montréal et le Centre d'archives publicitaires et présentée par l'Auto-Québec, ce grand panorama de l'évolution de la publicité au Québec présente sous différentes thématiques les grandes étapes de l'évolution de l'industrie publicitaire d'ici, de 1957 à aujourd'hui, à travers les faits saillants, les moments marquants et les créations mémorables. L'exposition met en lumière à la fois les annonceurs, les artistes et artisans, les agences et les produits créatifs avec comme toile de fond l'histoire du Québec. Et finalement, comprendre et appréhender le Nord d'hier à demain, c'est la proposition de l'exposition Gérard Mercator, une vision du Nord, présentée également à la bibliothèque de l'Université Laval. L'exposition s'articule autour des comparaisons cartographiques régionales de 1595 et de 2012. Les visiteurs de Gérard Mercator, une vision du Nord, verront ainsi la précision des travaux du géographe flamand ainsi que les principales interprétations proposées par les auteurs. De cartes géographiques du 16e siècle et un volet qui résume le processus de création de ce projet d'édition unique se greffe à cette incursion dans l'univers de Gérard Mercator. C'est tout pour vos informations. Pour plus de détails, consultez chiz.ca/nouvelles. Toujours en train d'écouter Pensée courante en direct du Café Foilier. Je suis avec des mordus de politique, des étudiants qui plongent dans la politique pour essayer d'en saisir la substantifique moelle. Mon prochain sujet, je vais le mélanger en deux. En fait, je vais appeler ça division, n'est-ce pas? On parle, le Québec est, selon les sondages, selon un peu tout ce qui se passe, est divisé. Il y a la gauche, la droite, il y a la question nationale, les souverainistes, les fédéralistes et tout ça. Est-ce que d'abord la notion de gauche-droite, est-ce que ça a évolué dans le temps? Est-ce que la notion de gauche et de droite est encore bien comprise, bien définie, ou ce sont des termes qui sont un peu vagues pour la population? Non, il faut se rappeler quand même que quand on parle d'idéologie comme ça, c'est même pas clair dans la littérature académique d'où est-ce que ça provient. Est-ce que les gens sont contre l'avortement parce qu'ils sont de droite ou est-ce qu'ils sont de droite parce qu'ils sont contre l'avortement? Est-ce que ça structure les opinions publiques? De quelle manière? Mais on sait qu'au Québec, par contre, les dimensions avant, c'était vraiment souverainiste, fédéraliste pendant vraiment longtemps. Puis il y a eu l'émergence plus récente que dans le reste du Canada, Charles pourrait me corriger sur ça, mais je dis que c'est plus récente qu'aux États-Unis ou surtout qu'en Europe, de la gauche à la droite. Puis même qu'à un moment donné, au Québec, on voyait c'était comme un élément de mode, un peu de s'identifier à la gauche, de s'identifier à la droite. Mais c'est des thèmes quand même qu'il faut pousser les gens à réfléchir à ça. Il ne faut pas prendre ça comme des étiquettes d'une église particulière non plus. Tu sais, c'est quoi ça veut dire de gauche? C'est quoi ça veut dire de droite? Tu sais? Est-ce que quelqu'un qui est contre l'immigration est nécessairement de droite? Tu sais, quelqu'un qui est contre l'immigration parce qu'il dit regarde, on s'en va chercher dans les pays pauvres, on va chercher leurs médecins, puis on en fait soit des médecins ici, où on en fait des chauffeurs de taxi. On sauve une personne, mais au prix de combien de milliers dans un pays pauvre où ils ont besoin de médecins? Est-ce que c'est une pensée de droite d'être contre l'immigration? Alors, tu sais, faut réfléchir à ces termes-là. Mais il y a une agrégation puis une structure qui structure les attitudes politiques. Ça, c'est indéniable. Puis c'est pour ça que la boussole électorale, ça fonctionne. Même la pensée de droite au Québec est extrêmement relative. Les partis qu'on considère de droite, entre guillemets, au Québec,
c'est parti de gauche aux États-Unis, par exemple, ou dans quand on se d'autres compare avec pays. d'autres. Exactement. Et même le droite-gauche, c'est même assez flou à certains égards. Là, depuis quelques années, c'est très récent, effectivement, avec Québec solidaire qui est rentré sur la carte, la DQ en 94, mais avant 94, avant la DQ, c'était le PQ, le Parti libéral, droite-gauche. Il y avait souvent des partis. C'est complexifié. Oui, exactement. Il y avait beaucoup de ressemblances entre ces deux partis-là. Donc, ils se distinguaient presque uniquement ou principalement sur l'axe fédéraliste souverainiste. Il y en a un qui était pour le Canada, l'autre qui était pour Québec souverain. Mais c'est assez récent, effectivement, ce développement d'axe gauche-droite au Québec. Oui, au Québec, vraiment beaucoup. Puis, un autre exemple aussi d'enjeu comme ça, c'est quand on regarde dans la BUSA, quand on a fait des analyses de contenu, puis on a demandé aux partis politiques de participer, on regarde deux partis extrêmes, là, disons, on pourrait dire à l'extrême gauche, le Parti vert du Québec, puis à l'extrême droite, disons, le Parti conservateur du Québec. Puis sur une question, par exemple, sur est-ce qu'on devrait augmenter le nombre de péages sur les ponts et sur les routes, mais les deux s'entendent qu'il faudrait en avoir plus. Donc, pourquoi? Mais par contre, c'est la raison derrière qu'on peut qualifier, si on veut, de gauche ou de droite. Le Parti vert dit, bon, ça va enlever des automobiles, des routes. Puis le Parti conservateur dit, ben, c'est l'utilisateur payeur. C'est le concept de l'utilisateur payeur. Donc, oui, en fait, c'est ça. C'est des étiquettes qui sont assez pratiques dans le sens commun, là, pour savoir où on se situe, puis avec quel parti on a des affinités et tout. Mais en réalité, ça peut être beaucoup plus complexe. Et aussi de rattacher un parti à la gauche, à la droite, et aussi historiquement, je veux dire, on s'entend que le Parti libéral de Jean Lesage n'est plus le Parti libéral d'aujourd'hui. Et ça aussi, il y a des évolutions puis des subtilités, une complexification de la question idéologique là dans ces enjeux-là. Donc, non seulement il y a une évolution dans le temps, mais il faut aussi prendre en considération qu'il y a des variances régionales aussi. Je veux dire, comme le parti le plus à droite canadien, si on le met dans un contexte comme aux États-Unis, il serait plutôt centriste. Sinon, même du côté. Puis d'ailleurs, c'est intéressant quand même, aux États-Unis, on utilise plus des termes de liberal and conservative, libéral et conservateur. Ça aussi, ça a évolué dans le temps. Un libéral classique, John Locke, son idée de l'économie, mais donner lieu à ce qu'on appelle maintenant l'économie néoconservative, conservateur, les lois du marché, etc. Absolument, on fait presque la traduction presque systématique entre libéral, puis gauche, puis conservateur de droite. Mais il faut que les gens réfléchissent à ces labels-là, à ces étiquettes-là. Toujours dans le thème de la division, on va basculer un peu sur la question nationale, n'est-ce pas? Question assez chaude, assez patate chaude, à la fois pour le PQ qui ne veut pas trop en parler et pour Couillard qui a dit qu'elle allait signer la Constitution, mais c'est pas trop s'il va le faire ou pas. Il recule finalement. On ne sait pas s'il veut consulter très tabou, ou pas. Ce sujet-là au Québec. C'est très tabou. Ouais. Est-ce que vous, dans vos yeux de chercheurs, vous pensez que le Québec peut continuer comme ça sans avoir un statut officiel, sans avoir signé nulle part? Est-ce qu'à long terme, ça peut devenir une impasse ou Mais ça change absolument rien. Non. Okay? La Constitution de 82, n'en déplaise à ceux qui pensent le contraire, la Constitution de 82 s'applique au Québec même s'il ne l'a pas signée. On pourrait continuer comme ça pendant pour toujours sans que ça ait aucun impact, en fait. C'est vraiment une question. C'est pour ça que personne ne l'a signé, même aucun des partis des gouvernements libéraux qui ont été au pouvoir depuis ne l'ont signé non plus. Ça change absolument rien, en fait. Il n'y a aucun effet. Donc, il n'y a aucune importance sur cette question-là? Il y a une importance, c'est juste que le système fait en sorte que, même si le Québec ne l'a pas signé, elle s'applique quand même parce qu'on est dans la Fédération canadienne. Donc, elle a été enchâssée dans la Constitution canadienne. Elle continue à s'appliquer, même si elle n'a pas été signée par le Québec. Et d'ailleurs, il y a des modifications constitutionnelles qui peuvent être faites sans avoir l'unanimité des provinces. Donc, il pourrait y avoir d'autres modifications qui seraient faites sans que le Québec consente et ça continuerait de s'appliquer. Donc, il y a une importance. C'est une importance qui est plus idéologique, qui était peut-être plus réparée, disons, entre guillemets, ce qui a été fait en 82, si on veut. Mais dans les faits, ça n'a aucune importance au niveau des lois, là. OK. Il y a quand même eu une reconnaissance de la nation québécoise en tant que société distincte auprès du Parlement d'Ottawa, quoique dans les faits, ça n'a pas changé grand-chose. Le Québec a quand même historiquement plusieurs revendications. Est-ce que, existe-t-il, selon vous, une nation québécoise? Mais ça, pour ce genre de questions-là, c'est certain que moi, je peux vous dire tout de suite, je ne sais pas si mes collègues ici m'ont accepté avec moi, mais on peut pas
répondre à cette question-là d'une manière académique, d'une manière empirique. Je veux dire, ça, c'est une question là, c'est de valeur, c'est une question même d'émotion. Je sais pas si vous sentez, là, il y a comme un petit malaise autour de la table parce que ça nous entraînerait vraiment dans un débat plus personnel. Mais ça demande une conception. Ça va. Tantôt, on parlait des institutions. Qu'est-ce qu'est une bonne constitution? Qu'est-ce qui sont des bonnes règles électorales? On parlait de la représentation des régions. C'est vraiment de la manière qu'on conçoit c'est quoi un pays. C'est quoi les possibilités de modifier un pays aussi. Comment qu'on conçoit le Canada? Est-ce que le Canada, c'est une société de 30 millions d'individus? Est-ce que c'est 10 provinces égales? Est-ce que des peuples fondateurs? Est-ce que c'est un État multinational? Toutes ces questions-là, il faut y répondre. Je veux dire, on ne sait pas. On ne pourra pas jamais là, aller dans un laboratoire et dire « vous savez quoi? Oui, je pense que le Québec aujourd'hui... on peut pas mesurer la nation. Non, mais c'est une question de symbole aussi. C'est une question de symbole puis de culture. Puis ça, c'est difficile à mesurer. Quand on parle de perception de la population, de ces symboles-là, c'est la perception que la population a qu'on va pouvoir dire si c'est important ou pas. Mais c'est important ou pas pour la population actuellement. Signer la Constitution canadienne, c'est un symbole. Est-ce qu'on adhère à ce symbole-là? Est-ce que cette perception-là, elle est bonne, elle est mauvaise? C'est quoi la perception c'est quoi la perception du ROC, du Rest of Canada quand on est au Québec? Tout ça va s'articuler d'une façon, puis ça fait partie des discours dominants qu'on va retrouver aussi dans les médias, puis qui va nous apprendre beaucoup sur la société actuelle. Mais personnellement, je peux pas vous dire si c'est bien ou mal, s'il y a une bonne façon de voir les choses, si le Québec devrait être indépendant ou pas. C'est ce qui fait que la charte a autant divisé aussi, la charte des valeurs, parce que mettre une valeur, si on veut, sur un endroit dans le monde, ben c'est forcément personnel. Donc, ça reste toujours un débat qui est émotif, mais au niveau rationnel, est-ce qu'il y a moyen quand même de fixer certains états? Moi, je connais un seul chercheur qui a réussi à faire ça, c'est Schwartz, qui a établi une série de valeurs attitrées, c'est sociologie culturelle, qui est attitrée à un ou l'autre dans certains pays. Il a pris la carte du monde et il a établi 6 valeurs dominantes. Et il a été voir si chacun des pays, selon la culture, selon l'environnement, c'est un sociologue, comment il pouvait établir les 6 valeurs dominantes de chacun des pays. Mais même en regardant sa carte, qui était faite dans les années 70 environ, et aujourd'hui, il y a eu tellement d'évolutions, de redéfinitions territoriales, de luttes qui n'existaient pas encore. Juste, par exemple, je vais tomber sur mon terrain, du point de vue des enjeux féminins qui ont pris de l'avant beaucoup dans les scènes occidentales. Ça a amené une redistribution des valeurs gauche-droite, symbolique, qu'est-ce qui est important ou pas. Puis on peut pas aujourd'hui dire de façon fixe, stable, comme si ça bougerait plus ces éléments-là. Donc on est encore dans cette étude-là. Puis malheureusement pas de réponse académique. Vous comprendrez aussi, vous remarquerez que les gens utilisent aussi quand on parle de débat souverainiste, fédéraliste, les gens essaient de ramener ça justement à un élément plus concret qui est sur l'économie. Puis s'il y a un endroit où peut-être qu'on a une chance de pouvoir tester empiriquement, ça serait bon ou mauvais d'un point de vue économique, mais c'est le point de vue économique, c'est plus facile à mesurer. Puis même là, il y a des courants des deux côtés. Donc imaginez quand on rentre dans quelque chose qui est aussi difficile à mesurer que des valeurs, puis une conception, interprétation de l'histoire. Est-ce que la conquête, ça a été une libération du peuple canadien-français de leurs élites despotes qui ont amené la démocratie, ou est-ce que ça a été la fin d'une épopée? Les livres d'histoire du Canada s'entendent même pas sur ça. Là. On enseigne quelque chose en Ontario, on enseigne autre chose au Québec. Imaginez comment mesurer tout ça, c'est presque impossible. Là. Mais mon sentiment à moi, c'est que le Québec est un peu entre deux projets. Est un peu entre la Constitution canadienne, entre lui-même. Est-ce que vous êtes optimiste face à l'avenir? Est-ce que vous pensez qu'un jour, il y a un projet mobilisateur qui va essayer de rassembler tout le monde au Québec? Mais c'est une conception, parce que j'aime bien cette idée-là, parce qu'il y a des gens qui disent, bon, un jour, il va falloir que ça se règle d'un bord ou de l'autre, soit qu'on embrasse la société puis le projet canadien, soit qu'on embrasse le destin qui est le nôtre de devenir une nation comme toutes les autres nations dans le monde. Mais il y a d'autres personnes qui peuvent avoir une troisième voie aussi, qui peut dire, vous savez quoi? C'est cet antagonisme-là qui existe entre fédéralisme et souverainisme, mais c'est ça qui donne le dynamisme à la société québécoise. Je veux dire, c'est ça notre job à nous, dans le point de vue académique, c'est de voir de tous les côtés possibles tout ça. Mais après ça, qui a raison là-dedans? C'est presque de déterminer quelle couleur est la plus belle, le rouge ou le bleu. Je veux dire, on peut pas déterminer ça. Là. La seule chose que peut-être je pourrais dire pour répondre à ta question, c'est que si un jour les souverainistes veulent accomplir leur projet, veulent arriver à la finalité de faire un pays, ce que ça va leur prendre, assurément, c'est un leader charismatique. Okay. Ça, je pense que tout le monde va être d'accord autour de la table. C'est un projet qui est extrêmement émotif. Il y a des arguments rationnels des deux côtés, mais il y a aussi beaucoup d'arguments émotifs. Il y a beaucoup de gens à qui on va leur demander est-ce que vous êtes souverainiste? Ils vont dire oui. Pourquoi? La nation, donc c'est émotif. Donc, pour éveiller ce sentiment-là,
le meilleur moyen, c'est d'avoir un question de leader confiance. charismatique, un René Lévesque, là. Ça va leur prendre ça s'ils veulent réussir. C'est pas mal la seule chose que je pourrais dire là-dessus qui est de l'ordre peut-être de l'analyse. Pour toutes ces questions-là, par contre, la question nationale au Québec a encore beaucoup d'importance. On l'a vu, je pense qu'elle a eu on va le voir après avec nos analyses de la campagne, là. Mais quand on regarde comment est-ce que ça a polarisé le vote là, depuis les dernières élections, c'est incroyable. Avec l'arrivée de PKP, tout ça, c'est vraiment la question nationale a encore un impact. Là. C'est d'utiliser d'une manière stratégique par les partis politiques, ça c'est assurément. Ensuite, qu'est-ce qui est bien ou pas bien pour ça on laisse ça au... Et c'est la CAQ qui en fait les frais en ce moment. Ah, totalement. Mais je veux dire, si on regarde, je veux pas faire de l'autopromotion, mais sur la boussole, les deux dimensions, mais c'est certain que pour les partis politiques comme le Québec solidaire et la CAQ, il y avait tout à gagner d'essayer de polariser le débat sur l'axe gauche-droite. Puis le Parti québécois, là, on pourrait dire plus le Parti libéral, avait tout à gagner à polariser le débat sur la question fédéraliste souverainiste. Puis on le sait quand on regarde des mesures un peu plus nuancées de l'appui à la souveraineté, mais c'est pas mal partagé, comme on sait, le 60-40. Mais du côté fédéraliste, on oublie souvent que des fédéralistes, les fédéralistes ils ont une émotion plus forte, selon, malgré qu'est-ce que les gens peuvent penser par rapport à ça. Mais il faut pas oublier que 20% de la population qui est anglophone. Quand on regarde, quand on donne le choix aux gens de répondre à un sondage en disant c'est quoi l'enjeu qui est le plus important pour vous, mais les anglophones sont plus portés que les francophones à dire que c'est les questions d'indépendance, les questions de tout ça. Pourquoi? Parce que ça vient les chercher vraiment émotionnellement aussi. On a tendance à connaître beaucoup de souverainistes qui sont vraiment émotionnellement attachés, c'est vrai, mais du côté fédéraliste, ils sont. Puis j'ai l'impression que justement, de réutiliser cet enjeu-là, mais ça peut avoir été utilisé justement pour créer un impact sur la polarisation des choix de vote. Là. On passe à un dernier sujet, un dernier topo. Portrait, travail de nos élus. Alors, on y va. Oui. À donner. Oh là. Ma question est un peu brève. Qui dirige le Québec? Quel est leur profil, leur profession, leur âge et tout ça? Je me sens interpellée. Ben oui. Alors, tout à fait. effectivement, en fait, ça fait quelques années que je tiens une base de données sur le profil des députés, puis que j'évalue un peu le profil global de nos représentants. C'est sûr, en fait, que si on regarde qui sont les 125 députés, ce n'est pas représentatif de la population. C'est-à-dire que c'est généralement un profil qui est plus élitiste, tant en termes de la scolarité, évidemment, une très, très grande proportion d'universitaires, et aussi au niveau de l'origine socio-professionnelle. Donc, des gens qui viennent plus de professions comme gestion, administration, qui prend énormément de place au cours des dernières années. Donc, plus de 40% de la législature est composée de gestionnaires. Oui, et ensuite on trouve les professions un peu plus classiques là, comme les avocats, les enseignants, également aussi les gens qui viennent du milieu des communications ou même du milieu politique comme tel, là, d'anciens attachés de presse. Ça change la mentalité, étant donné qu'il y a 40% d'hommes d'affaires, la façon de gérer l'État, j'imagine, doit être différente. Effectivement, en fait, on peut poser cette hypothèse-là qui est tout à fait plausible, c'est-à-dire que les gens là, qui sont élus importent dans le travail parlementaire non seulement leur façon de faire qu'ils ont acquises au cours de leurs années professionnelles, mais aussi finalement les idées, les réseaux sociaux qu'ils ont développés au cours de ces années-là, et que tout ça teinte les politiques publiques. Donc, avec un bassin aussi large qu'on a en ce moment de gestionnaires, ce serait intéressant là, de poursuivre l'analyse pour aller vers les politiques publiques, donc voir comment est-ce que ça a été teinté au fil des dernières années, les politiques publiques qui ont été mises en place. Est-ce qu'il y a assez de femmes en politique? S'il y a assez de femmes, Oui. En fait, non, parce qu'on n'a pas encore atteint, évidemment, la moitié. On était à 33%, on est au tiers en ce moment de la législature. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire. Ceci dit, ça augmente lentement surtout depuis les dernières années. Il y a eu un recul en 2007, puis depuis, on reprend la pente ascendante. Mais comme il y a aussi à peu près le tiers de candidatures qui sont des femmes,
ben on peut s'attendre aussi à ce qu'on arrive à un certain plateau aussi au niveau de la législature comme telle. Justement là-dessus, en ce moment, aux élections, on a eu les derniers chiffres sur les candidates et candidats et on a eu un recul. Enfin, on est retombé au niveau des années 2000. On est même avant 2003 au niveau du nombre de femmes candidates. Mais c'est pas tous les femmes candidates. Il faut aussi parler des candidates qui sont capables d'aller chercher un comté, ce qu'on appelle des comtés prenables. Donc, par exemple, si je me présente pour le Parti québécois dans Outremont et que je suis une femme, il y a de fortes chances que je ne sois pas élue. Donc, ces candidatures-là sont aussi à prendre en compte et on a eu un recul important cette année, entre autres. Qu'est-ce que les femmes apportent à la politique, vous pensez, dans la façon de voir les choses puis de prendre des décisions? Ben, c'est pas nécessairement dans la façon dont on prend des décisions, c'est plus qu'il y offre des modèles différents. Par exemple, on parlait de représentation des élus. Le modèle dominant du monde politique, quand on en discute dans les médias ou autres, les discours dominants, c'est un modèle qui est très lié à une masculinité qu'on nomme primitive. Donc, une espèce de leader super fort, super viril, homme de Cro-Magnon qui mange la viande rouge. Là, donc, on est là-dedans. Et ce modèle-là a très peu évolué depuis plusieurs années, malgré l'arrivée des femmes dans le milieu. Donc là, on a atteint un plateau autour de 30%, plus autour de 28%. Mais malgré le fait qu'il y ait des femmes, le modèle du parlementaire idéal, si on veut, là, a pas évolué. Est resté relativement le même, avec certaines, parfois, nuances. On a vu une déviation du côté du bon père de famille, par exemple, qui est un modèle de parlementaire qui a été souvent dépeint dans les médias, qui a été repris dans les discours dominants, mais qui a pas permis aux femmes d'avoir un modèle entièrement féminin. Malgré le fait qu'elles sont nombreuses, qu'elles ont des profils parfois sociodémographiques très différentes les unes des autres, il y a quand même des tendances. Le modèle le plus répandu du point de vue des femmes, c'est la dame de fer ou la dame de béton, qui est un modèle de femme qui est très lié à ce qu'on appelle une forme de masculinité. Donc, c'est une femme qui va accepter de jouer le jeu, entre guillemets, à la manière des hommes pour parvenir à se faire élire. Et la plupart des femmes qui ont réussi à diriger des États ont respecté ce modèle-là. Très peu ont gardé des modèles liés à la féminité. Donc, par exemple, autour de la notion du caring, là, de prendre soin des autres ou des leaders plus de communauté où on consulte beaucoup. C'est ce genre de leaders-là auront beaucoup de difficultés à franchir. Parce que ça reste, c'est difficile à dire parce qu'il y a peu d'études qui permettent de dire exactement le pourquoi. On va s'intéresser à la perception des gens, comment les gens le conçoivent. Est-ce qu'ils sont prêts à voter pour un leader politique qui respecte d'autres critères, d'autres, on appelle ça des qualités, des traits dominants ou pas dominants. Est-ce qu'on accepte ça? Ça semble pas être le cas pour le moment. Le modèle évolue tranquillement. Il y a quand même une évolution, mais qui est pas à l'avantage actuel, si on veut, de tout ce qui pourrait être différent. Puis un exemple qu'on a eu qui est aussi négatif pour les hommes, là je parle des femmes, mais par exemple Stéphane Dion cadrait pas du tout avec le modèle de l'homme politique habituel, ce qui a nuit à sa campagne jusqu'à le faire battre durant les élections. Même s'il était un homme, il respectait pas l'espèce de modèle viril, tough, etc. La caricature même qu'on en a fait, puis ce qui a servi à miner sa crédibilité par le Parti conservateur, c'est qu'on le décrivait comme étant le prof Dion, plus intellectuel, rat de bibliothèque. Puis les gens ont pas été enclins à accepter ce modèle-là. Il a été battu. Il y a beaucoup d'étiquettes qui viennent de l'extérieur, donc des médias. Est-ce que vous croyez à l'impartialité des médias? Bon, on parle beaucoup avec l'arrivée de PKP et tout ça. Est-ce que vous pensez qu'il y a des images qui sont construites de toutes pièces volontairement? Mais je pense pas que c'est juste les médias qui sont responsables de ça. Je pense que c'est une co-construction. Par exemple, l'exemple qu'on a en ce moment, c'est Pauline Marois. Dans sa campagne, elle utilisait le mot « déterminé ». Et les médias, pour le moment, la décrivent de cette façon-là. Donc, elle a soumis cette façon de voir-là. Déterminée, je suis déterminée. Donc, une femme très dirigée, très dirigeante, avec le ton, le veston gris, le ton très dur. Et les médias ont simplement emboîté le pas dans cette description-là. Un grand changement qu'on a vu aussi, c'est Philippe Couillard, qui, avant la campagne, était décrit dans les médias comme flip-flop, donc capable de prendre des décisions, etc. Mais dès le premier jour de la campagne, a complètement changé le ton. Je déteste le gouvernement, je vais les battre, ton très combatif, ce qui a changé la définition, donc la façon dont les médias le voyaient, et a aussi changé le vocabulaire qu'on utilise quand on parle de lui. On va maintenant dire beaucoup des mots comme combattant, à la guerre, utiliser des métaphores sportives, on va jouer dans un coin, lever le coude. C'est des choses qu'on va entendre quand on va parler de Philippe Couillard qu'on n'entendait pas avant. Donc, est-ce que les médias le disent ou le déterminent en premier ou c'est les candidats? C'est un peu l'œuf et la poule qui dit quoi en premier, on ne sait pas trop. Moi, je pense que c'est une co-construction, mais il y a des chercheurs qui vont dans ce sens-là aussi. Il y en a d'autres qui vont dire que c'est pas le cas. Ça dépend des études qu'on lit là-dessus. Là.
Dernière question à vous, les chercheurs. Est-ce que le fait d'être près de la politique et de l'étudier comme ça enlève un peu vos convictions que vous aviez avant d'étudier ça? Est-ce que ça vous rend un peu moins partisan? Est-ce que ça relativise les choses? Est-ce que ça vous enlève peut-être l'envie de plonger comme politicien? Ou je sais pas, c'est quoi le rapport que vous avez avec la politique une fois que vous êtes devenu chercheur? Moi, si je peux me permettre, les gens sont, en fait, j'ai un recul par rapport. Pour moi, c'est un objet de recherche. Donc, c'est vraiment, je veux dire, je regarde ce qui se passe en politique avec un certain recul. Et c'est sûr qu'il arrive des moments, qui nous impliquent émotivement. Je veux dire, on reste des citoyennes, des citoyens avec un ancrage encore plus grand que la moyenne dans la politique et tout ça. Mais quand il s'agit d'étudier notre objet de recherche, je pense que ici autour de la table, on est tous dans cet esprit-là. On a vraiment un recul par rapport à un autre sujet qui fait en sorte qu'on tombe pas nécessairement dans le cynisme comme tel. C'est-à-dire que moi, je me considère comme lucide, critique par rapport à la politique, mais pas cynique, au sens où je suis ça avec intérêt, j'essaie de voir comment ça pourrait éventuellement se développer, évoluer, mais je ne tomberai pas dans un cynisme primaire, si on veut, là. Mais est-ce que vos convictions sont ébranlées, plus fragiles ou au contraire plus fortes qu'avant? Ou est-ce que ça change rien? Ben, on en mange des gens partant de la politique. On en écoute beaucoup de la période de questions à l'Assemblée nationale, au débat de la semaine dernière, au débat de cette semaine. Moi, je suis beaucoup ce qui se dit dans les médias aussi, là, parce que c'est le terrain de ma thèse, mais aussi parce que j'adore ça puis que j'en mange. Est-ce que ça change mes positions? Je suis capable de regarder les bons coups d'un côté comme de l'autre. Est-ce que la lunette partisane, elle est là? Ça dépend des situations, mais pas dans le cadre de la thèse, parce qu'on a établi des protocoles, justement, comme tout bon chercheur, pour éviter que le fil partisan puisse prendre le dessus par rapport, par exemple, l'accord interjuge, donc coder les données par deux personnes, ça évite. Vous êtes obligé de voter quand même. Je suis obligé de voter, oui. On n'est pas obligé, mais non, je suis pas Yannick, mais moi, vu que je m'intéresse à la méthodologie de sondage, aux chiffres, donc à l'opinion publique, je deviens très frustré, non pas envers les partis, mais envers les journalistes. Je sais pas, Yannick, ce que t'en penses, là, mais des journalistes qui ont bien utilisé les chiffres de sondage depuis le début de la campagne, je pense que ça se compte sur le doigt d'une main. Il y en a très peu, ils savent pas comment les lire, comment les interpréter. Donc, moi, ça c'est ce qui me frustre en campagne électorale, beaucoup plus que ce que les partis font, en fait. Oui, c'est certain. Si je réponds à ta question, moi aussi, ça me frustre parce qu'on se rend compte que l'effet du sondage, l'effet d'une publication du sondage a un effet, là. Nous, dans nos analyses en 2011, l'événement qui a eu le plus d'impact sur le vote néo-démocrate, ça a été la publication du premier sondage qui montrait le Parti néo-démocrate en avant du bloc. Là, on a vu un saut parmi les anglophones, un saut... l'effet d'entraînement. C'est ça. Un vague orange vient de mais là. je sais pas si on peut appeler... Parce que des fois, il y a des gens qui, dans la théorie qu'on appelle ça le bandwagon, l'effet d'entraînement, mais ça peut être aussi juste un aspect symbolique aussi, pas symbolique, mais stratégique aussi. Quand on peut dire que des gens qui sont fédéralistes, puis je veux dire, comme quand avec le bloc, ils voyaient une menace, quand la menace n'était plus là, mais ils tournent vers un autre parti fédéraliste, ils se sentent plus libres là-dedans. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est que dans les marges d'erreur, le Parti néo-démocrate, à cette époque-là, n'était pas nécessairement au-dessus du Bloc québécois. Donc, il faut se poser des questions aussi sur ces éléments-là. Je veux dire, OK, qu'est-ce que ça aurait donné la campagne si on n'avait pas montré ces chiffres-là, si on ne les avait pas interprétés de cette manière-là aussi? Donc, puis je pense qu'on peut se poser la question aussi durant cette campagne-ci aussi, dans les premiers sondages qu'on montrait les libéraux en avance. C'est certain que c'est dans les marges d'erreur s'il y en a une, parce qu'il y a plein d'éléments techniques derrière ça. Mais dans les premiers sondages qui montraient le Parti libéral en haut plus fort que le Parti québécois, c'était une égalité statistique. Puis je veux dire, c'est quoi l'effet de ces sondages-là? Ça, il va falloir faire des recherches pour aller voir genre les effets. Eh bien oui, on va continuer à faire des recherches parce qu'on n'a pas épuisé le sujet, on a encore plein de choses à dire, mais là, il faut conclure. Donc, c'est sur cette note que se termine notre émission du mois de mars 2014. Merci à nos chercheurs sur le monde politique, nos apprentis chercheurs, je dirais, nos chercheurs, vous êtes quand même assez bien ferrés là-dedans. Donc, Yannick Dufresne, Magali Paquin, Charles Tessier, Catherine Lemarié-Saunier. Merci également à nos partenaires qui rendent nos activités possibles pour l'émission de radio l'Université Laval, soit le vice-rectorat exécutif, le vice-rectorat recherche-création, vice-rectorat aux études et aux activités internationales, l'Association des diplômés et aussi Impact Campus, Chiz, les presses de l'Université Laval, la bibliothèque, le service de placement
financement, le service des résidences, le syndicat des professeurs, la faculté des études supérieures et postdoctorales, faculté de droit, de foresterie, géographie, géomatique, médecine, sciences de l'administration, sciences sociales, faculté de musique, de philosophie, la fondation de l'Université Laval. Je vous rappelle que la dernière conférence de la chaire publique aura lieu demain, portera sur le transhumanisme, donc 26 mars, 19h, Grand Salon du Pavillon Desjardins. C'était Pensée courante, émission produite par l'Allier. Mon nom est Serge Bonin. Je vous donne rendez-vous le dernier mardi du prochain mois, soit le 29 avril, même heure, même poste, pour la dernière émission de l'année aux couleurs des études supérieures.